Bienvenue sur Just In Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Nadège. Salut Justine. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Écoute, je vais bien et je te remercie d'être présente aujourd'hui avec moi. Je suis très contente de te recevoir. Merci de ton invitation. Je suis également très contente de pouvoir échanger avec toi durant l'heure qui vient. Merci beaucoup. Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Nadège Autonne, j'ai 36 ans. Je travaille donc dans une salle de concert qui est la scène de musique actuelle, donc SMAC de la Drôme, qui s'intitule La Cordonnerie, et pour laquelle j'exerce plusieurs fonctions, celle de programmatrice, mais aussi chargée de production. Et je suis aussi en charge des bénévoles, du bar et tout ce qui est de l'accueil du public. Ok. C'est quand même pas mal de choses. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu ton parcours, comment tu t'es formée, qu'est-ce que tu as suivi, qu'est-ce que tu as fait pour en être là aujourd'hui ? Mon parcours, un parcours universitaire en économie un peu plus classique, mais alors maintenant qui est un peu obsolète, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis j'ai rencontré Pierre-Marie qui était dans un podcast précédent lors de notre Master 2 à Lyon, Management et carrière d'artiste. Ça fait longtemps maintenant, c'est une dizaine d'années. Et en fait, pour accéder à ce master, il fallait que j'ai une expérience en entreprise culturelle, et une de mes profs de l'époque m'a mis en relation avec un tourneur. Donc, il fallait vraiment que j'ai un stage au préalable pour pouvoir accéder à ce master. Et donc, j'ai fait mon stage et puis j'y suis restée ensuite pendant 3 ans. Donc, j'ai commencé ma carrière chez un tourneur. C'était qui ? Ça s'appelait OVNI Prod et c'était une boîte qui était spécialisée dans le jeune public sur Grenoble. Ok. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, mes collègues de ma boîte me disent « Ah, Nadège, ça serait bien qu'on organise quelques concerts sur Grenoble, qu'on soit un peu plus visible. » Donc, à l'époque, j'ai organisé un concert à l'Empérage, qui est une salle de 300 places, une salle réputée sur Grenoble, et bim, concert complet. Bon, ok, d'accord. J'organise un deuxième concert, bim, complet, d'accord. Et je fais des concerts, c'est complet. Alors, en plus, vraiment sans... J'avais vendre des artistes. J'avais les notions d'accueil, tout ça, mais de là à organiser, c'est vrai que je n'avais pas vraiment organisé des concerts jusque-là. Tu avais appris à vendre, entre guillemets, des artistes via les stages que tu avais fait ou dans ton master ? Non, dans le master, ça restait assez théorique. D'accord. Comme tout master, c'est le stage d'entreprise qui m'a formée là-dedans. Ok. Puis, donc voilà, organiser des concerts. Et puis, je vais pas te cacher qu'à la base, je voulais pas bosser spécialement dans le live, en fait, dans le spectacle vivant, que ce soit tourneur, organisateur, concert ou quoi que ce soit. Moi, ma passion, ça a toujours été le disque, ça l'est encore. Je fais beaucoup plus de veille, je dirais, je suis beaucoup plus attentive au support aujourd'hui qu'au spectacle. Ok. Et puis donc, j'ai monté mon label. Donc voilà, je me suis associée à une personne, donc on avait un peu, je dirais, le côté 360, puisque finalement on faisait tourner les artistes qui faisaient partie du label, puis on avait d'autres artistes un peu plus costauds avec lesquels on bossait, et puis pour donner de la visibilité à nos artistes, tout ça. Et pourquoi tu as monté un label ? Puisque voilà, ma passion c'était le disque. Je bossais chez un tourneur, mais j'étais pas accomplie en fait. Le spectacle vivant, c'était pas spécialement mon truc, quoi. J'organisais des concerts, ils étaient complets. Je vendais des artistes. Bon, j'étais pas vraiment faite pour ça, faut dire. J'étais pas très très douée. Et puis j'avais cette espèce de goût d'inachevé en sortant de mes études, de dire voilà, moi mon truc c'est le disque. Je veux bosser en major. Je veux vendre des millions d'albums. Je veux être chef de projet junior. Voilà, j'avais cette ambition là en fait. Et avec un gros côté indé, alors c'était pas forcément très compatible. Et puis donc j'ai monté mon label, donc voilà, donc j'ai beaucoup appris puisque ça restait un label artisanal. J'ai sorti 4 ou 5 albums, mais ça a été une des expériences les plus formatrices en fait, et aujourd'hui qu'on conduit à ce que j'en suis dans ma carrière, puisque quand tu as ton label, que t'as pas trop d'argent au début, faut te débrouiller pour trouver des subs pour financer, donc t'es à fond la caisse dans les papiers, faut faire du réseau à fond la caisse aussi, t'es un peu attaché de presse. À l'époque, il y a une dizaine d'années,
les réseaux sociaux, tout ça n'était pas aussi présent que Développé que maintenant. maintenant, ouais. Voilà, tu t'envoyais tes maquettes au magazine de rock, et puis tu te crées après du réseau. Enfin, et puis après, il faut emmener les artistes en tournée. Donc, j'étais quand même tourneur, donc j'arrivais à décrocher des dates, mais t'as pas forcément l'argent pour prendre un tour manager et quelqu'un pour conduire le camion. Donc, en fait, c'est toi qui t'y colles. T'es la première levée, la dernière couchée. Donc, en fait, tout ça m'a conduit finalement à acquérir une expérience je dirais un peu 360 de la chaîne de valeur de l'industrie musicale. Alors, j'ai pas fait d'édition, je m'y intéresse, je vois comment ça marche, mais c'est vrai que je suis pas pointue dans le domaine. Mais disons que j'ai commencé en fait dès le développement d'une carrière d'artiste jusqu'à la programmation de concerts. En fait, j'ai pu voir tout le pan de comment ça pouvait se passer. Et ce qui m'a conduit finalement, quelques années plus tard, à être programmatrice dans une SMAC. Voilà, donc un parcours un peu touche à tout, je dirais. D'avoir une vision un peu globale de cette industrie en général. Voilà. Ok. J'aimerais faire un tout petit retour au niveau de ton label. Tu as été accompagnée pour le structurer, pour le construire, pour te lancer, que ce soit d'un point de vue juridique ou entrepreneurial? Pas du tout. D'accord. Tu t'es lancée dans le grand bain toute seule. Ma formation universitaire déjà, donc en termes de comptabilité, tout ça, qui m'a beaucoup aidée quand j'ai fait un master en économie. Donc j'avais quand même quelques notions. Ensuite, j'ai toujours été hyper proche du monde associatif, plutôt du côté du sport. Donc c'est vrai que mon label, dans un premier temps, a été monté en asso, donc ce qui fait que c'était pas compliqué pour moi de monter des statuts, tout ça. Et ensuite, la rigueur des documents administratifs français, quoi. Au début, tu sais pas, puis t'appelles les impôts des entreprises pour les sociétés, tu poses des questions. C'est la curiosité en fait qui m'a permis de tenir et monter ce label. Je l'ai vraiment fait, je dirais seule. J'ai pas vraiment été entourée du point de vue administratif. D'accord. Tu avais quel âge? J'avais 25 ans. Okay. 24, 25 ans, je pense. Ouais, j'étais vieille déjà. Bah non, c'est pitchou, hein, quand même. Qui sont lancés plus tôt. Oui, mais bon, moi je trouve surtout comme ça, toute seule. Le label, ça reste un label, que ce soit structure associative ou non. Il y a des obligations, des contraintes, des devoirs et une vision long terme quand même, parce que c'est de la musique, donc c'est pas demain que t'es payé, quoi. Tu vois? Non, c'est ça. Donc, c'est plutôt long. Ouais. C'est assez long et surtout. Après, voilà, c'est de comprendre aussi toute cette chaîne de valeur, comment tu travailles avec un distributeur, puis quand le distributeur est cool, quels sont tes recours. Après, à l'université, en dernière année, on avait beaucoup de cours de droit aussi qui m'ont beaucoup aidé sur les contrats. Voilà, je dirais que je suis pas une autodidacte. J'ai appris à la fac et j'ai pas appris un métier, j'ai surtout appris la rigueur, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Ton label était spécialisé un genre musical spécifique ou pas du tout? C'était au coup de cœur? Plutôt rock, ouais, plutôt rock. Okay. Plutôt rock, punk, métal. Voilà, la musique que j'écoute encore. Enfin, j'ai changé un peu je me suis un peu calmée, quoique. mais voilà, plutôt cette scène-là. Et puis une scène sur le punk qui est plutôt underground, en fait. Voilà. D'accord. T'étais à temps plein sur ton label? J'étais à temps plein et c'était difficile. C'était que mon bureau était chez moi, donc il fallait se lever le matin, aller bosser à 9h, finir à 18h. Mais finalement, quand on fait tout, quand on doit être l'attaché de presse, faire les demandes de sub, écouter les masters, partir à l'enregistrement, enfin, je suis un peu tout ça dans le désordre, mais parce qu'il y avait plein d'albums au même moment en cours. Ouais, ça fait des grosses journées, quoi. Ouais. Voilà. Et ça a duré combien de temps? 4 ans. Il existe toujours, je ne l'ai pas fermé. Ok. J'y arrive pas. J'y arrive pas, il existe toujours. D'accord. Tu as encore des artistes dedans? Non. Non. C'est vraiment le label du cœur, quoi, maintenant. Oui. Et puis aujourd'hui, avec mon activité professionnelle à temps plein, c'est plus difficile. À la SMAC, c'est impossible. Si on veut bien travailler les artistes, c'est pas possible. C'est une activité à temps plein. Bien sûr. On peut pas avoir les deux aussi. Bien sûr. Pourquoi avoir quand même décidé de travailler dans l'industrie musicale? Je voulais être médecin légiste, mais j'étais pas super douée à l'école. Il y a un gros lien. Il y avait 2 ans d'études.
Pourquoi? J'ai toujours fait de la musique. D'accord. J'étais pas douée. Je voulais surtout pas me produire sur scène aussi. J'ai joué dans des groupes, j'ai joué de la batterie, puis du saxophone, et puis alors, monter sur une scène, c'était pas possible. J'avais la trouille. D'accord. Et puis, je devais avoir 16 ans et je me suis dit, mais en fait, t'aimes bien la musique, t'aimerais bien y bosser dedans, qu'est-ce qui existe comme métier? Puis, j'ai regardé un peu. Alors, j'ai dû acheter un bouquin qui devait être à l'époque un truc de l'étudiant ou je sais pas quoi sur les métiers de la musique. Et puis, j'ai D'accord. vu qu'il y avait possibilité, en fait, de bosser dans l'ombre et pas d'être que artiste sur scène. Mhm. Et puis après, euh, je me suis mis en fait toutes les chances de mon côté pour y arriver. C'est-à-dire que j'étais pas une passionnée d'économie. En rentrant en fac d'économie, je me suis dit bon bah voilà, c'est une industrie, ça dégage un fort PIB, ça reste du business. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, fac d'économie, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Ça s'est produit comme ça. J'aurais pu faire socio, psycho, histoire de l'art ou n'importe quoi. En fait, pour moi, c'était quel est le meilleur moyen pour arriver à mes fins, pour arriver à travailler dans la musique. Et D'accord. c'est une histoire d'université. Hein. Il y a des autodidactes qui ont fait aucune étude et qui s'en sortent très très bien et mieux que moi aujourd'hui et qui ont des super belles carrières. Mais voilà, moi, mon raisonnement, ça a été celui-là en fait. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en fonction de tes moyens, quoi. Voilà. Ok. Et ça fait combien de temps que du coup tu es dans la SMAC? On a ouvert le 22 juin 2013, donc ça fera 7 ans. D'accord. Ok. Voilà, Est-ce que tu c'était peux... l'ouverture. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste, s'il te plaît? Alors, une scène de musique actuelle, donc SMAC, c'est un label du ministère de la Culture qui est attribué aux structures qui sont porteuses d'un projet artistique et culturel plutôt d'intérêt général et Mhm. dans le champ des musiques actuelles. Et les musiques actuelles, ça regroupe notamment la chanson, le jazz, les musiques improvisées, musique traditionnelle, les musiques du monde, et aussi tout ce qu'on connaît, hein, le rock, pop, électro, hip-hop. D'accord. Et donc, en fait, en gros, c'est tout sauf les musiques dites classiques. Voilà, pour faire simple. Et une SMAC, elle a des missions très précises qui lui sont confiées pour bénéficier du label. Mhm. Donc, c'est la diffusion, donc la partie, je dirais, immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les concerts que le public peut venir voir. D'accord. La production aussi et la création, ça veut dire qu'on accueille régulièrement des artistes chez nous qui viennent travailler en fait le live qu'ils vont proposer par la suite. Donc, on les aide à créer et à produire le spectacle. Alors après, il y a des deals qui sont différents en fonction de l'avancement de la carrière, de la notoriété de l'artiste et puis tout ça, hein, des structures qui sont avec eux. D'accord. On a aussi l'accompagnement des pratiques musicales amateurs. Ok. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair. Et aussi l'action culturelle. Donc ça, c'est amener la musique à des projets d'action culturelle envers les différents publics. Et tout ça, ça doit avoir une forte implication sur le territoire en complémentarité avec des partenaires territoriaux. C'est pour ça que normalement, il y a quelques exceptions, mais des SMAC, il y en a une par département. D'accord. Donc on doit irriguer le territoire de musique. Il y a quand même pire comme métier, c'est plutôt cool. C'est clair. Voilà. D'accord. En quoi c'est différent de travailler dans une SMAC que dans une autre salle de concert? Alors, je dirais que dans une SMAC, déjà, toutes les missions dont j'ai parlé avant Mhm. doivent être mises en œuvre dans le cadre d'un projet artistique et culturel défini par le directeur ou la directrice de la structure. D'accord. C'est-à-dire que cette personne écrit un projet qui est ensuite validé par les tutelles et qu'il faut suivre, qu'une salle indépendante, elle fait ce qu'elle veut, elle porte bien son nom de salle indépendante. Bien sûr. Ensuite, je dirais que nous, on est une toute petite salle, on est un petit club, hein. J'ai une salle donc dite salle de musique amplifiée, donc debout de 300 places et un auditorium de 255 places. Ce qui fait qu'on est une toute petite équipe à travailler au quotidien. On n'a pas un gros budget non plus. Donc, par rapport à un club privé, je dirais que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que voilà, tu as un régisseur, un chargé de prod, quelqu'un qui s'occupe de la billetterie, un peu du bar, mais on n'est pas une équipe de 50 ou 60 personnes. Donc, il n'y a pas D'accord. trop de différence par rapport à une salle privée, par rapport à l'organigramme, je dirais, de la structure, mais qui est vraiment typique à chez nous, hein, puisqu'il n'y a pas de SMAC. Je dirais qu'il y a un modèle typique en France. Chacun organise son, voilà, s'organise comme bon lui semble et en fonction de son activité aussi. Ok. Donc voilà, on ressemble assez à une salle indé en termes de personnel. Voilà, moi je suis multitâche, comme j'expliquais en introduction. Je suis aussi chargée de production, je m'occupe du bar, des bénévoles. J'ai pas une armée de personnel en dessous de moi pour faire ça.
me colle ces tâches au même titre que la programmation toute l'année. D'accord. Et c'est pareil pour mon régisseur général ou ma chargée de billetterie qui fait aussi l'accueil du public. Voilà, on est tous un peu multitâches, comme tu peux le voir dans une salle privée. D'accord. Voilà. Après, la grosse différence reste vraiment sur les missions qui sont liées au label ou une salle privée. Elle ne se doit pas forcément de faire de l'action culturelle, d'irriguer un territoire, de prêter sa salle pour que des artistes puissent travailler. C'est vraiment sur les pans du label du ministère de la Culture où là, ça diverge, quoi. Voilà. D'accord. Comment est-ce que tu as atterri là, entre ton label et la SMAC? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je me suis embrouillée avec mon ex-associé. D'accord. On va commencer par le commencement. Non, ça a été... j'étais intermittente du spectacle. J'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais avec le label. Quand tu veux bien payer tes musiciens et tout ça, toi, tu ne sors pas forcément des salaires mirobolants. Je te rassure, maintenant, ce n'est toujours pas le cas non plus. Et ça inquiétait grave mon père. Et puis, comment ça s'est passé? J'étais donc de retour chez mes parents. J'ai bossé dans mon bureau. Et puis, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de la mairie de Romans. Ils me disent, oui, on aimerait bien s'entretenir avec vous. Il y a une grosse saison des spectacles à Romans qui s'appelle Romans Scène. Donc, c'est 60 spectacles par an. Ouais. On est sur de la Rosta, hein, c'est une salle de 700 places à 1200 places. Il nous faudrait une spécialiste de la musique. Bon, ok, alors moi, me voilà partie dans la fonction publique faire cet entretien. Et puis, j'ai rencontré une personne formidable qui est toujours ma directrice aujourd'hui. Et donc, je me suis retrouvée, entre autres, administratrice de la structure Romans Scène et je le suis toujours parallèlement à mon poste en fait de programmatrice et chargée de production et tout ça à la SMAC. Donc, je jongle entre mes deux salles et mes deux missions. Donc, une qui est purement administrative et l'autre qui est plus du terrain et qui est plutôt sport. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai bossé. Donc là, ça a soulagé mon père. Super, ma fille a un vrai métier. Fonction publique. Voilà, dans la fonction publique. Quoique, je ne sais pas trop. Ça l'a soulagé. Puis donc après, les choses aussi faisant, l'embrouille avec mon ex-associé. Puis de plus en plus de travail aussi au niveau de Romans Scène. Petit à petit, j'ai laissé tomber le label. Je suis allée jusqu'au bout de la mission. Mon distributeur, qui est un gros distributeur français, a mis la clé sous la porte. Qui était-ce? Voilà, je crois que MVS Anticraft à l'époque. D'accord. Donc je me suis retrouvée avec des milliers de CD qui sont revenus chez moi parce que ça coûtait trop cher de les faire poinçonner si tu veux. Donc j'en ai encore jeté il y a quelques semaines d'ailleurs à la déchetterie parce que tu les gardes, tu dis ça fait mal au cœur, j'ai tellement mis d'argent, mais finalement tu t'en gardes quelques-uns. À part en faire des tables basses, à un moment donné tu sais quoi en faire quoi. et puis je crois que toutes les planètes s'alignaient pour que je devienne adulte et que j'arrête de faire du DIY. Et puis je me suis intéressée donc à ce projet de SMAC qui sortait de terre sur Romans et j'ai lancé mon CV à l'époque à la communauté de communes qui était pilote du projet. Bon, pas de nouvelles, je continue à bosser en mairie, puis un jour coup de téléphone, j'ai eu un entretien et puis voilà, j'ai eu le poste. Énorme. Ok. C'est coup de chance ou pas. Ce qui est fou, c'est comment ta directrice encore actuelle t'a trouvé? Pourquoi elle t'a sollicité? Elle t'a vu où? C'était grâce à ton label? Ou à un artiste? Ou... Je pense que c'est le bouche à oreille. Je sais pas. Je lui pose la question. Je sais pas comment elle a entendu parler de moi. Je sais pas. En fait, je suis allée passer un entretien et limite j'avais le poste, mais je sais pas. Je sais pas. Après, Romans, c'est une jolie petite ville, 30 000 habitants. Je sais pas si j'avais beaucoup de concurrence à l'époque dans mon domaine. Voilà. Ouais. Je pensais pas y revenir d'ailleurs. Les choses se sont. Voilà, je te dis, c'est peut-être les planètes qui sont alignées à ce moment-là. J'en sais rien. Ok. J'ai été au bon endroit au bon moment. J'ai décroché le téléphone au bon moment, ce que je fais pas beaucoup puisqu'il sonne beaucoup. Donc voilà. Ah oui, c'était vraiment le jour où voilà. Ok. Ouais. Très bien. Et puis voilà, j'ai été en CDD d'1 an, puis je l'ai pas trop embêtée, puis elle m'a gardée, et puis maintenant je m'éclate parce que c'est drôle d'être dans une très grosse structure et dans une toute petite structure. Ouais. C'est toujours formateur en fait au quotidien. D'accord.
Et puis, on s'encroute pas comme ça. On n'est pas ni dans un fauteuil doré, ni toujours en train de galérer. C'est vachement enrichissant d'avoir ces deux pans-là, en fait. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment elles se déroulent, tes journées? Quelles tâches tu dois effectuer? Alors déjà, le Grosso matin, modo, quand hein. je me lève, il faut que je me rappelle dans quelle structure je suis, ce qui n'est pas toujours évident, parce que je ne suis pas jamais une journée complète d'un côté, une journée complète de l'autre. Ah ouais, ok. Mais voilà, Les schizo du métier, en fait. c'est ça. Donc déjà, tu te lèves, tu te dis, on est quel jour? Ok, donc je vais à tel endroit. Non. Globalement, tout le temps, ça commence par le café avec mes collègues. Ça, c'est indéniable. Ok. Café pendant lequel on parle de boulot, donc toujours. Savoir ce qui s'est passé la veille, parce que voilà, de passer d'une structure à une autre, des fois, je peux pas checker tous mes mails, donc qu'on en parle entre nous de vive voix, c'est plus rapide et je sais un peu ce qui m'attend. Ok. Donc, je dirais que ça, c'est voilà, de boire le café. Bon, je passe quand même 70% de mon temps dans la SMAC, donc c'est déjà de le boire avec mon binôme, qui est mon régisseur général, puisque il est vraiment important. C'est vraiment mon allié. Il valide toutes mes fiches techniques. Il est avec moi sur toutes les organisations de concerts. Donc voilà, c'est café avec Olivier dès qu'on se voit. Après, il y a les journées sans concert. Donc, déjà, c'est de regarder mes mails et de faire le tri, parce qu'en tant que programmatrice, même dans une petite structure, je ne sais pas si tu imagines le nombre de mails que je reçois, même si j'ai 2 adresses mail, une vraie et une fausse. Donc, je vais quand même checker la fausse. Alors, une vraie et une fausse. Tu peux expliquer le concept? J'ai ma boîte mail de travail, vraiment sur laquelle je travaille avec les concerts en cours, pour accueillir les artistes, pour emmener au mieux la production, avec laquelle je suis en échange avec les tourneurs, les régisseurs et tout ça. D'accord. Et les tourneurs habituels avec lesquels je travaille, dont le catalogue m'intéresse, ou ils ont des artistes qui m'intéressent régulièrement. Et après, il y a l'autre boîte mail, je dirais la boîte fourre-tout, qui permet aux tourneurs, aux artistes indépendants, voilà, aux petits artistes de me contacter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne pollue pas ma boîte mail de travail. C'est-à-dire que c'est une boîte mail que je vais consulter, je dirais, tous les 2 jours. Voilà, je tape dedans, quoi. On en parlera après, mais qui me permet de pas polluer ma boîte mail de travail, sur laquelle j'ai quand même des choses importantes de mes collègues qui tombent tous les jours, quoi. Des réunions à pas oublier, voilà, des contrats. Donc voilà, donc déjà les boîtes mail, c'est un gros taf quand j'arrive. Et ensuite, ça va dépendre. Des fois, il y a des urgences, des fois, il n'y en a pas. Donc, en fonction de ça, après, va se décider ma journée. Voilà, je vais aller sur le bar, je vais aller sur de la prod, je vais commencer à préparer les concerts à venir. Et après, il y a les journées, je dirais, qui ressemblent plus donc là à de la prod de concert. Donc ça, c'est la veille ou le jour même, où là, je dois préparer l'accueil à la fois des artistes, de leur staff, du public, des bénévoles qui vont nous filer un coup de main les soirs de concert. Donc là, en général, la veille des concerts et le jour J, là, j'ai pas trop le temps d'aller checker mes mails, et là, c'est un peu le feu. Je cours un peu partout, et puis je suis là pour répondre aux demandes un peu de tout le monde, en fait. Donc il y a pas vraiment de journée type, je dirais. D'accord. Il y a des choses à faire indéniablement qui se répètent, mais ça, c'est chouette. Je sais jamais vraiment à quelle sauce je vais être mangée. Après, c'est comme tout le monde, hein. Les soirs tu rentres, tu te dis mais quelle journée de dingue. Ou c'est rare que je me dise quand même je me suis fait chier aujourd'hui. Ouais. J'essaie de penser ça. J'ai pas trop le temps d'aller checker mon Facebook ou des choses comme ça. Non, j'ai pas trop le temps. Voilà. Et après, voilà, j'écoute beaucoup de musique aussi, hein. Quand je suis au boulot, j'en écoute en permanence, je dirais. Vu que mon bureau est assez bien placé, il est au niveau des loges et tout ça. Quand je suis dans les loges ou quoi, je fais péter les watts et puis j'écoute ce qu'on m'envoie, quoi. Voilà. Ok. Et tu consommes de la musique en dehors de ton travail? Pas trop. Tu n'y arrives plus. Oui, tu n'y arrives plus. Tu rentres chez toi, tu as les oreilles en feu, quoi. Oui, et puis j'aime bien les moments, j'aime bien le calme. Après, quand je suis chez moi, j'écoute vraiment mes albums de prédilection, je dirais, les artistes que je pourrais jamais peut-être accueillir à la maison non plus. Après, j'aimerais avoir beaucoup plus le temps d'aller voir plus de concerts aussi, mais la plupart ont lieu en même temps que ceux qu'on organise, donc ça, c'est compliqué. Donc, en dehors, je dirais des grands festivals sur lesquels on va, les rendez-vous pro. Non, je suis pas très loin de Lyon, hein, j'aimerais y aller plus souvent, ou même il y a une super salle indé à 20 minutes de la maison, mais c'est vrai que le soir, quand je rentre du boulot, souvent retourner dans une salle de concert, on prend plein les oreilles.
Même si c'est des groupes mortels que j'adore, j'avoue que c'est pas toujours évident de remettre le couvert. Mon copain est musicien amateur, quand il sort la guitare classique, j'ai envie de lui péter sur la tête, quoi. Et tais-toi, fous-moi la paix. Voilà. Le pauvre. Ouais. La déformation professionnelle plus, quoi. Surtout là, en ce moment, en confinement, hier, il l'a prêté à mon voisin qui est musicien professionnel, qui lui peu cher, ne peut pas tourner en ce moment. Il avait une grosse tournée européenne qui l'attendait. Et il est allé avec son petit ticket rechercher sa guitare qu'il avait prêtée à mon voisin. Putain, j'ai vu arriver la guitare classique, je me suis dit, je suis foutue. Bon, ça va, il a commencé par du Foo Fighters hier soir. Mais ouais, j'aime bien un retour au calme quand je suis à la maison. Ouais, c'est... Je sais pas comment sont les autres programmateurs. Peut-être qu'ils sont encore plus musicaux que moi. Je sais pas. C'est vrai que moi aussi j'écoute beaucoup de musique. Alors déjà via le studio, entre ce qu'on m'envoie, je passe beaucoup de temps à chercher, à découvrir des univers, des voix, des choses, à regarder ce qui se passe derrière. Enfin ça c'est mon côté, tu sais, hyper curieuse, investigatrice et à la recherche. Non pas de nouveaux talents, mais de nouveaux trucs différents, quoi, vraiment. Parce que je trouve que c'est hyper nourrissant et ça me permet de créer des concepts, etc. Enfin bref, d'avoir des idées. Voilà, je suis tout le temps à la recherche du dernier truc ou des trucs différents pour avoir encore plus d'idées. Bref. Et du coup, je suis constamment en train de chercher, de zioter et sur iTunes et sur Internet. Et c'est vrai que quand je décide de couper ma journée, et que mon chéri il sort aussi sa guitare au ukulélé ou peu importe, ou veut me faire écouter simplement ses titres que lui-même compose pour lui. C'est vrai que pour le coup, tu sais, tu sens les poils qui s'érissent un petit peu du genre, c'est pas fini, je suis encore au bureau. Quand est-ce que ça se termine? Et t'as du mal à écouter la musique pareil, quoi, tu vois. Et tu lui dis, ouais, c'est super, continue. Ouais, voilà, c'est ça, t'arrives pareil, t'as pas de posture, quoi. Tu sais pas trop. Tu kiffes, ouais, mais t'arrives pas à kiffer parce que tu sais très bien que t'as les oreilles déjà bien sales de musique de toute la journée, quoi. Donc oui, je comprends. En dehors du travail, j'ai du mal. C'est ça, et en plus, vraiment, moi, je me suis forcée depuis 1 an ou 2 maintenant à couper mes mails, tout ça. Maintenant, quand j'arrive chez moi, j'ai plus le téléphone qui sonne. Voilà, le frichage, ça se fait la journée. Je dirais la seule exception à laquelle j'écoute de la musique le soir, c'est que vraiment, je suis tombée in love d'un nouveau projet et que là, il faut que je le fasse écouter. Écoute, ça, c'est mortel, voilà. Mais sinon, non. Voilà, ce qui me manque le plus, c'est vraiment d'aller voir des concerts en tant que public. Ouais. Alors, tu as toujours cette déformation professionnelle. Tu vois, la meuf à la billetterie, tu te dis, oh, elle est vraiment conne. Alors, la mienne, elle est sympa. Oh, le plan de feu, il est pourri. Chez nous, on a plein de Viper et des Macoras. Oh, le son, il est naze. Chez nous, les techniciens sont vachement bons. Nos intermittents sont les meilleurs, tu vois. Oh, le bar, ils sont vraiment pas sympas. Puis la bière, elle est chère. En fait, tu vas pour tout démonter, c'est ça? Voilà, tu vas en mode chippy, quoi. Chez nous, t'en es le meilleur. Mais ouais, ça me manque. Ça, ce qui me manque le plus, c'est le seul moment où j'en ai, c'est l'été où on est en vacances, parce que voilà, place au festival. Et je suis pas une dingo d'aller dormir sous la tente et d'être festivalière. Je le fais un petit peu, mais avec un autre confort maintenant, avec l'âge. Et le son est jamais à hauteur de mes espérances. Il y a toujours trop de monde. Il y a toujours, enfin voilà, la râleuse déjà de tous les jours, mais encore plus en festoche. Et c'est le seul moment où je peux aller écouter de la zik. Et ça, c'est un peu ce qui m'embête, quoi. Voilà, c'est vraiment. Alors que je suis à donf sur ce qui se passe dans l'industrie musicale et je suis vraiment discover et que j'en achète beaucoup et tout ça. Je les écoute vraiment à certains moments où je les écoute au bureau, mais c'est vraiment d'aller voir des lives. Et puis bon, c'est vrai que je pense qu'il y a des villes qui s'y prêtent plus. Quand tu es à Paris, que tu sors du taf, tu bosses dans une boîte de prod ou une salle de concert ou n'importe quoi, tu sors, c'est l'occasion aussi d'aller faire des RP, de rencontrer des gens, d'aller voir des concerts à 19h, à 21h, c'est plié, c'est torché, tu es chez toi. Là où j'habite, tu es obligé de prendre la de route. Ça te fait rentrer tard, le lendemain, il faut renquiller. Malgré tout, tu as beau être programmatrice d'une salle. Bon, à 9h, je ne suis pas à plaindre, mais tout taf à 9h avec les yeux en face des trous parce qu'il y a du boulot. Donc, c'est vrai que voilà, c'est ce qui me manque le plus, c'est de pas aller découvrir plus d'artistes. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, on a le web et je reçois plein de chouettes choses quand même quotidiennement. Je suis pas coupée du monde.
Qu'est-ce que tu reçois au quotidien? Est-ce que c'est des genres musicaux? Qu'est-ce que tu le reçois le plus? C'est quoi? C'est de la pop? C'est du rock? C'est de l'urbain, du rap? C'est quoi que tu reçois le plus? Qu'est-ce que je reçois le plus? Je dirais du rock dans tout son éventail, c'est-à-dire pop, folk, métal, rock indé, enfin voilà, tout ce qui est un combo basse, guitare, batterie, je dirais que c'est à peu près 80% du mailing que je reçois. D'accord. Ensuite, les catalogues des tourneurs qui sont sensiblement, je dirais, composés de la même façon. Tu as quelques artistes musique du monde, beaucoup d'artistes rock, pareil, dans tout genre, un peu de variété et un peu de urbain, hip-hop, puisque ça a un peu le vent en poupe ces dernières années. Et puis après, il y a toujours les gens, tu sais pas d'où ils débarquent, et je reçois des trucs de cirque, de théâtre. Et je me dis, mais en fait, est-ce qu'ils savent à qui ils s'adressent, quoi? Voilà, les trucs rien à voir. Voilà à peu près de quoi est composé les mails que je reçois. Et c'est assez représentatif finalement de la musique en France, hein, je dirais, même si c'est pas le rock le plus écouté, on va dire chez les jeunes, le plus gros festival européen est un festival de métal, donc je sais pas trop quel chiffre prendre. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Voilà. En tout cas, on va dire que c'est ce qui passe pas le plus à la radio, en tout cas actuellement. Ou tout dépend même quelle radio. Ouais, non, mais c'est bête. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai jamais écouté la radio, je sais pas. Non, c'est vrai que j'écoute pas non plus, mais ouais, je sais pas ils sortent d'où tes chiffres? Là, c'était il y a 2 mois où ils disaient que les 15-25 ans écoutaient 85% de rap. Bon, bah ouais, ils écoutent, c'est bien. Maintenant, voilà. Après, ça se dessine un peu plus sur le rock. Bon, ce sont des statistiques. Voilà. Après, c'est surtout par rapport, je dirais, par rapport aussi au catalogue des tourneurs et puis des artistes qui se sollicitent. C'est vrai que je pense que c'est plus compliqué pour un artiste seul qui fait du hip-hop de prendre son mail et d'envoyer un mail à un programmateur qu'un groupe de rock, ils sont 4 ou 5, ils se sentent plus forts, ils sont peut-être un peu plus structurés. Je pense qu'il y a aussi des codes, en fait, finalement. Voilà, le mec qui est tout seul avec son autotune, c'est plus difficile pour gérer sa carrière que c'est comme dans une équipe où tu te partages le taf, quoi, hein, tout simplement. Bien sûr. Donc voilà. Puis je sais pas si la SMAC a aujourd'hui une couleur de prédilection qui fait que je vais recevoir plus de telle ou telle esthétique. Voilà. Les catalogues des tourneurs sont vraiment sensiblement tous faits de la même façon, sauf vraiment les catalogues très spécialisés, les tourneurs que rap ou les tourneurs que rock. Bien sûr. Mais globalement, les plus génériques, ils ont un peu de tout, quoi. Voilà. D'accord. Et tu réponds à chaque mail que tu reçois? Non. Sauf si demain, tu veux venir ma secrétaire bénévole à temps plein. C'est un appel? Non, c'est impossible. J'ai tenté de le faire les premiers temps. J'avais un espèce de mail générique où je répondais par correction parce que moi-même, ayant été tourneur, franchement, t'envoies des milliers de mails, tu passes des centaines de coups de fil pour que personne daigne te répondre. T'essayes par toutes les stratégies d'avoir le programmateur au téléphone. Alors, je vous rassure, hein, la stratégie mise en place à la cordonnerie est la même. Ma chargée de billetterie et d'accueil, vous pourrez jamais m'avoir en direct. Hein, ça, c'est. Sinon, je passerai mon temps au téléphone et je ferai plus rien d'autre. Donc, je peux pas répondre à la terre entière et à tous les projets. Ça, c'est impossible. Après, voilà, je réponds aux gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler et encore, hein, quand je suis pas dans le jus, après ils me connaissent. Des fois, je peux mettre 10 jours à répondre en disant, écoute, non merci, parce qu'aussi, ce sera une prochaine fois. Après, ils se vexent pas parce qu'ils savent que j'ai quand même pluralité de casquettes. Donc, c'est vrai que je fais pas que ça de la journée, de la programmation. Donc ils sont assez conciliants. Et après, dans la mesure où aussi les mails sont pas trop des mails génériques qui sont quand même faits à mon attention. Quand c'est des mails de petits artistes, ils ont fait l'effort de se renseigner sur qui j'étais.
qui j'étais, je parle en termes de structure, hein, pas de personne, où il y a vraiment quand même un travail de défrichage derrière et pas, comme je disais tout à l'heure, des fois des artistes de cirque ou de théâtre qui peuvent contacter une SMAC pour être programmés, c'est-à-dire rien à voir. Ouais. Je prends quand même le temps de leur répondre, au moins pour les encourager en fait dans leur démarche. Parce que voilà, c'est pas évident quand il y a un artiste en développement, d'envoyer des milliers de mails et d'avoir 0 réponse, quoi. Oui. Donc au moins de dire c'est merci pour ton projet, ça m'intéresse pas ou je te garde dans un coin de ma tête, c'est déjà cool pour un artiste amateur, quoi. Bien sûr, c'est une réponse. Et ça, voilà, il faut qu'ils aient travaillé au préalable. Mais je le fais pas autant que j'aimerais, mais c'est un boulot à temps plein. D'accord. Pas possible. Et je suis qu'une petite salle, je plains les grosses salles et mes collègues programmateurs. Voilà. Est-ce que tu as une petite ordre d'idée du nombre de mails qui sont en attente dans ce genre-là, auxquels tu essayes de répondre ou que tu ne répondras jamais? Tu sais quoi, je vais le faire en live. Je vais aller sur la boîte mail. Parce que ça, c'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte. En plus, on fait des relances. En plus, on attend. Puis, on refait des relances. On ne se rend pas compte du tout qu'on n'est pas tout seul avec son projet. Donc, une ordre d'idée, je pense que c'est pas mal. 67, 68, 69, 110, 71. J'ai vidé cette boîte mail hier et j'en ai 71 depuis hier. Ah ouais. Ok, ouais, donc ouais. Et on est en confinement, donc peut-être que c'est un peu moins que d'habitude. Et on est en confinement. Ok. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas que le projet, il faut pas baisser les bras, hein, c'est pas que le projet il est pourri ou quoi, c'est que voilà, les journées sont faites de 12 heures et que les programmateurs, dans la plupart des salles, sont seuls ou un assistant de programmation. Alors, dans certaines grosses Mac, ils sont 3 ou 4 avec chacun des esthétiques. Hein. Mais malgré tout, eux, c'est proportionnel aussi. C'est-à-dire, si moi, j'en reçois 70 par jour, eux, ils en reçoivent combien? Donc, voilà, la difficulté, en fait, c'est de franchir, là, sur les 77 mails, je te disais que j'ai reçus, 71, c'est lesquels vont retenir mon attention. Et c'est quoi les critères? On a le droit de les dire ou pas? Tu gardes ça pour toi? Oui. Alors, c'est plein de critères. C'est global, en fait. C'est ce qu'on disait un peu hors antenne tout à l'heure. C'est un peu ce que tu fais, toi, en accompagnant, en fait, sur l'image des artistes, sur la stratégie, sur tout ça. C'est-à-dire que déjà, tout d'abord, il faut travailler. Voilà. Moi, je travaille pas dans la musique. Oui, c'est un métier de passion, c'est un métier à paillettes, c'est chouette, c'est cool, on fait de belles rencontres, on s'aime tous, et oui, c'est cool. On est à l'antenne, c'est pour ça que c'est ça, c'est tout beau, tout rose. Hein. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est du taf, voilà. Du coup, déjà, faut travailler. Donc, le projet que les artistes m'envoient, faut déjà qu'il soit abouti, quoi. Voilà. Tu peux pas m'envoyer. Ça peut être en cours de maquettage ou de choses comme ça. Hein. Je suis pas débile. C'est-à-dire si c'est pas encore passé au mix, au mastering, mais c'est juste pour me demander un avis et pas forcément pour jouer dans la salle. Faut juste, en fait, être honnête et mettre les choses aussi dans leur contexte aussi. J'ai des potes qui m'envoient des trucs. Ouais, vas-y, je fais pas écouter, c'est les mix. Ouais, mais il y a pas encore ça. Oui, non, mais je sais. Bon, voilà, je suis pas con. Ça n'a pas été encore masterisé à New York. Vous allez mettre des 100 et des 1000 pour aller faire ça chez un mec dans lequel vous mettrez le nom sur votre jaquette, mais ça vous fera pas plus en vendre. Mais voilà, donc déjà, c'est d'avoir un produit un peu fini, quoi. Ensuite, il y a la façon il y a la bio. Enfin, les mecs qui me racontent, qui me parlent de leurs influences. Je m'en fous de tes influences, en fait. Oui, tu veux savoir qui il est? Ouais, puis aussi le line-up. Alors, le groupe composé de Martin, Dupont et Pierre, mais en fait, je sais pas, t'es pas Robert Trujillo qui est rentré dans Metallica ou. Je m'en fous, en fait, de qui vous êtes. C'est quoi qu'est-ce que vous faites comme musique? Après, alors aussi, des bios du type musique voluptueuse, intense, dense, pleine d'émotions. Mais en fait, achetez-vous le dictionnaire des synonymes aussi, quoi, parce que en fait, vous faites tous le même genre de musique. Donc, essayez de me vendre un peu le truc, soyez un peu sexy, un peu catchy. T'es pas frustrée, ça va? Non. En fait, ça me
fait beaucoup rire. J'adore faire ce type d'exercice avec les groupes en accompagnement chez nous. Je me régale. Ah oui, c'est pareil quand je leur dis, mais envoyez-moi des photos. Alors, tu as le typique groupe de métal qui pose devant un mur de pierre ou un champ de maïs. Et avec un t-shirt Slayer. Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est fini, ça, les années 90. Je ris beaucoup parce que je reçois la même chose. Mais voilà. Et dis-toi que sur les 71 000, c'est 60, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Enfin, il les trouve où tous, les champs de maïs ? C'est le même ou ? Ouais, je pense que tu vois, il y a 4 faces au champ de maïs et puis chacun d'un côté. Donc voilà, soyez créatifs, soyez curieux, soyez intelligents et puis dites-vous bien que j'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Donc déjà, si je lis en diagonale votre truc et que ça me prend plus que 30 secondes, on va avoir un problème, quoi. Donc, ça correspond au travail que tu fais toi avec les artistes. Et justement, s'ils sont passés entre tes mains, je pense qu'on va se prendre la tête toutes les deux. Non. Généralement, ils repartent pas avec un champ de maïs. Généralement. Ou alors, j'ai mal fait le taf. Hein. Ou alors, j'avais les yeux fermés, j'étais sous. Mais franchement, normalement, non. Mais voilà, ça, c'est les clichés dans tout. Alors, je te parle du métal parce que c'est un domaine que je connais particulièrement, du rock, mais voilà, dans toutes les esthétiques, l'urbain aussi, quoi. Arrêtez de vous la jouer wesh. Ça en bas des blocs. Voilà, moi, j'ai été d'ailleurs agréablement surprise d'une artiste de la région lyonnaise que depuis qu'elle avait fait les Inuits du Printemps de Bourges, j'avais jamais voulu programmer parce qu'elle avait tout. Elle avait les codes superbe. De la rappeuse que je détestais. C'est tout ce qui me sortait par les trous de nez, les clichés. Et puis, je me suis retrouvée avec une annulation de dernière minute et puis j'avais toujours dans un coin de la tête malgré tout parce qu'elle sait écrire, tu vois. Donc. Et puis ça, c'était vraiment au tout début de sa carrière. Et puis je replonge comme quoi elle m'avait marqué aussi négativement, vraiment très fort, mais elle m'avait marqué. Au Printemps de Bourges. Bah, je l'ai vu aussi. Ah oui, je l'ai vu à ce moment-là. Je l'ai découverte aussi à ce moment-là. Et en plus, elle est invitée dans le podcast. Je la reçois dans pas longtemps. Écoute, tu me feras bien une bise parce que c'était génial. Et donc, je remate ses clips, donc les derniers clips qu'elle a fait récemment. Et là, je me dis, mais putain, c'est quoi cette meuf ? Elle déchire. Ouais. Et en fait, elle a complètement changé d'univers, entre guillemets, visuel. C'est une vraie femme, tu vois, qui assume, qui fait du putain de hip-hop, quoi. Et puis en plus, qui parle plein de langues, qui est habitée par plein de choses et tout. Et là, j'ai appelé direct. Et en fait, quand je l'ai vue sur scène, ça a été la raclée et c'est génial. Et en fait, comme quoi son image, en fait, m'avait vraiment déplu au tout début de sa carrière. Et là, elle fait partie des artistes qui ont marqué ces derniers mois quand j'ai accueilli à la maison. C'est une meuf en or qui est hyper généreuse et sa musique, elle est super. Donc, en fait, comme quoi, il faut faire hyper attention, voilà, quand tu envoies un mail à un programmateur, à l'image que tu dégages. C'est ça. Parce que vraiment, je l'avais en horreur, quoi, tu vois. Donc, je dirais que toutes ces petites choses-là, en fait, sont hyper importantes quand on m'envoie un mail. Et après, il y a toujours le moment aussi, tu vois, même les tourneurs avec lesquels je bosse, s'il y a un moment où ils m'appellent, où ils m'envoient un mail et que je suis en train de faire autre chose, que je suis en prod de concert ou quoi, le mail va être beaucoup moins bien reçu que quand je suis en train de faire de l'écoute à mon bureau et que je suis plus dédiée à ça. Donc, voilà. Mais globalement, je pense que beaucoup d'humilité aussi dans les mails, c'est hyper important en fait. On est des humains, hein, on n'est pas ni la reine d'Angleterre, ni les chiens. Faut voir des fois comme on nous écrit aussi, quoi. Faites gaffe aux fautes d'orthographe. C'est pas parce qu'on bosse dans la musique qu'on est des illettrés, quoi. Enfin, voilà. Je crois que la simplicité aussi dans les mails, c'est quelque chose d'hyper important en fait, avec beaucoup de voilà. Et l'objet du mail, peut-être qu'il y a quelque chose qui t'interpelle plus que d'autres. Qu'est-ce que j'ai trouvé une contre-proposition, proposition, programmation, ouais, bof. Ouais. Moi, j'aime bien avoir le nom du groupe et actualité, tu vois, ou nouveau clip, ou tu vois, de la nouveauté en fait, de l'actu. Parce que quand tu programmes en fonction de l'actu. Je vais pas aller faire du back catalogue et faire Michel Thor, quoi. Tu vois, tu as besoin qu'il y ait du contenu, qu'il y ait de l'actu, qu'il y ait des tournées qui se préparent. Moi, j'aime bien. Ou sinon, quand c'est un tourneur qui m'annonce que c'est son roster. Tu vois, roster, donc ça veut dire catalogue, telle boîte de prod, ça veut dire que je sais aussi quelque part, ça me soulage. Je vais pouvoir regarder le roster, le mettre dans mes mails archivés en fait en mode roster et puis aller taper dedans peut-être à un moment où j'aurai plus le temps et d'aller écouter les artistes, de cliquer dessus, tu vois, de me faire
des sessions d'écoute. Ah, bah, telle personne, il a tel truc. Et puis moi, ça me fait un espèce de comment dire, d'annuaire finalement quand je cherche un groupe. Je me dis, ah oui, mais je l'ai vu passer chez tel tourneur, tu vois, ça me fait gagner du temps, quoi. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est plutôt pour les boîtes de prod. Et après, ouais, j'aime bien quand il y a de l'actu, en fait, sur un groupe. Un nouveau clip, un nouveau titre, un EP, une rentrée en playlist radio, j'en sais rien. Mais juste, tu as un groupe, oui, mais enfin bon, vous êtes des millions dans ce cas, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu fais des découvertes sur SoundCloud ou en fait tu découvres que ce qu'on t'envoie et qu'est-ce qu'on t'envoie comme lien généralement? Alors, je sais pas si on peut dire des marques dans ton podcast, mais les nouveaux ordinateurs dont nous sommes équipés n'ont pas de lecteur CD. Donc, j'ai un espèce de Cites-en 3, bonne chance. CD pourri à côté, mais j'en reçois plus trop, et tant mieux parce que ça coûte cher les disques à faire, donc c'est un peu con de les envoyer. Ouais, le SoundCloud, j'en reçois pas mal. Je trouve ça chouette. Après, donc ça, c'est vraiment quand l'album vient sortir, il n'y a pas eu de tournée, il n'y a pas de live. J'aime bien recevoir quand même des clips, pas des clips, pardon, des lives. J'achète un live, moi, quand même. Hein. Oui. Donc, je veux dire, aujourd'hui, toi comme moi, avec les logiciels qu'il y a, on chante comme Maria Carré, hein, si on le veut. C'est, voilà, j'aime bien. J'aime bien avoir des lives, j'aime bien avoir, même si c'est 45 secondes, l'énergie des mecs sur la scène, le plan de feu, tu vois, s'il y a du décor, s'il y a une créa-lumière, ou si c'est complètement brut. Enfin, tu vois, j'aime bien avoir un bout de live ou même un bout de répète, même si le son il est pas terrible, de toute façon, même si le son il est pas génial, si c'est pas faux, s'il y a pas de pain, tu es quand même capable d'entendre la qualité de ce que tu peux programmer si tu veux. Moi, j'aime bien ce côté exclu et pas aller regarder le million de vues sur YouTube ou sur Instagram. En fait. Okay. Je suis assez. Après, ça, c'est moi. Je pense qu'il y a des programmateurs, ils vont aller checker le nombre de millions de vues sur YouTube. Hein. Oui. Je te dis pas que je vais pas le faire en bout du bout avant de boucler. Ensuite, oui. Mais j'aime bien rentrer, m'immiscer dans l'univers un peu intime du groupe. D'accord. Voilà. Je sais pas, c'est mon côté voyeur, je sais plus. Privilégié peut-être aussi. Ouais. J'adore aussi que on m'envoie un peu en exclu, tu sais, le lien SoundCloud de l'album à venir, surtout ne pas diffuser. Mais en plus, je ne le diffuse pas, mais je suis comme une dingue. Je me dis, alors on est des centaines d'autres programmateurs à l'avoir eu à ce moment-là, mais je me dis, c'est trop bien. Et ça, j'aime bien, ouais. Okay. Et j'aime bien écouter en avant-première, comme je te dis, j'adore le disque, j'adore les supports et cette espèce d'avant-première, je trouve ça cool. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, c'est vrai que tu en as un petit peu parlé brièvement, mais tu as énoncé que lors de tes accompagnements en développement artistique, tu conseilles telle ou telle chose. Est-ce que tu peux un peu plus développer en quoi consiste un accompagnement résidence pro qu'il peut y avoir à la cordonnerie ? Alors, j'ai pas vraiment la main, si tu veux, sur les accompagnements en résidence pro, puisque c'est mon directeur qui décide en fait de qui va venir travailler ou pas chez nous. D'accord. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quels que soient les artistes francophones, je ne sais pas si vraiment ça se passe dans les pays anglo-saxons. En France, on a la chance d'avoir les sociétés civiles qui aident aussi dans ce sens, et puis les producteurs. Avant de partir en tournée, les artistes, il faut qu'ils bossent leur live. Hein, donc comme on le répète à l'antenne et hors antenne depuis tout à l'heure, la musique, c'est quand même du taf, c'est un métier. Donc les mecs, ils prennent pas leur guitare, elle hop sur le dos, puis on va faire le tournée de la France. Ça marche pas comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est Madonna, je crois, qui a bossé 2 heures, 3 heures avant l'ouverture de son spectacle à Paris là, récemment, parce que la config de la salle n'était pas celle dont elle avait l'habitude. Donc, je crois que les gens sont rentrés avec 3 heures de retard dans la salle, puisqu'il fallait absolument qu'elle bosse ses chorés et son décor. Il fallait que ça soit en adéquation. Donc, si tu veux, même les professionnels travaillent. Hein, ils n'arrivent pas comme ça. Et là, même avec des années de rodage. Ouais. Voilà. Donc en fait, nous, l'accompagnement des pratiques professionnelles, c'est ça, c'est-à-dire, alors il y a des deals différents en fonction du niveau en fait desquels sont les groupes et surtout de leurs demandes. Donc on leur permet en journée, donc en général de 9h à 19h, de venir travailler en fait dans une de
ou nos 2 salles de concert. Mmh. Donc là, ils ont le plateau complètement pour eux. Il n'y a personne dans la salle. Ils sont face à leurs techniciens son et lumière. Mmh. Et à ce moment-là, donc soit ils vont travailler la création de lumière, la création sonore, ils vont peut-être travailler la scéno ou faire peut-être un peu de tout ça parce qu'ils ont eu des résidences au préalable. Et là, c'est la dernière résidence avant de partir en tournée. Ou peut-être qu'ils ont mis l'accent sur la lumière et le son, pour eux, ça roule. Donc, ils vont travailler avec un nouveau lighter. Ou sinon, ils fournissent des fois des directeurs d'acteurs, tu vois, pour la gestuelle et tout ça sur scène. Mmh. Donc, c'est ça, de l'accompagnement professionnel, c'est de permettre aux artistes professionnels déjà reconnus, en fait, de venir préparer les lives que le public verra dans les prochaines tournées. D'accord. Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est chouette. Ça aussi, c'est vraiment cool dans le métier parce que c'est assez privilégié. Mmh. Tu passes l'oreille, tu les vois travailler, c'est vachement intéressant. Tu les vois se prendre la tête, paniquer, stresser, rigoler. Enfin, c'est un vrai processus. C'est vachement intéressant à suivre. Après, j'ai pas trop le temps de passer 8 heures dans la salle avec eux, Mmh. mais c'est chouette de voir. J'y passe 10 minutes au début, je passe le dernier jour 10 minutes et tu vois La différence. le travail abattu. C'est là en résidence, c'est fou quoi. D'accord. Et trop. Ouais. Est-ce que ce genre de résidence, c'est uniquement pour les émergents, les artistes en développement, ou c'est aussi pour les personnes qui sont un peu plus installées? Tous. OK. Tous. Là, j'avais pu voir il y a quelques mois, il y avait Oxmo Puccino. OK. Je crois qu'il était avec un orchestre ou quelque chose comme ça, un orchestre symphonique qui était en résidence, par exemple, à la Belle Électrique, Mmh. à Grenoble. Voilà, tu as Paloma aussi. Là, je te parle des très grosses Macs avec des capas d'accueil de ouf, hein, OK. qui ont en résidence des très, très gros artistes français et d'autres, hein, et en développement aussi, hein, attention. Hein. Bon, D'accord. moi, ils ne rentreraient pas sur le plateau, même si on a un gros plateau. Oxmo Puccino et l'orchestre symphonique, c'est compliqué. Il faudrait qu'ils jouent dans la fosse aussi. Mais voilà, tous les artistes ont besoin de ce temps de travail. C'est indispensable. Ils partent jamais à l'aveugle comme ça. Ça serait un fiasco complet pour eux et pour le public, quoi. Et après, voilà, quel que soit le stade en fait de développement de la carrière, c'est important. C'est-à-dire que nous, on a eu des artistes l'an dernier, tu vois, ils allaient jouer au Hellfest, ils n'avaient jamais vraiment fait de résidence, OK. mais ils ont compris que voilà, c'est leur première grosse scène nationale et que là, il fallait qu'ils taffent un peu pour pas passer pour des guignols, tu vois, surtout voilà, au Hellfest où on sait que le public est plutôt pointu, je dirais. Mmh. Donc, ils ont fait 3-4 jours de résidence chez nous avant d'y aller. Après, tu as D'accord. aussi les artistes, je dirais, même complètement en développement, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas professionnels, qui répètent dans les studios chez nous et qui ont envie d'aller un peu plus loin, qui ont envie de sortir des studios et à qui on prête le plateau, par exemple, une journée ou une journée et demie, voilà, pour éventuellement après faire un plan de scène, tu vois, D'accord. savoir se positionner, comment bouger. Là, on est sur les balbutiements d'un travail de live, mais passer d'un local de répète même à un bar, c'est pas la même chose, hein, Mmh. Mmh. tout simplement. Donc voilà, ça dépend vraiment des besoins, du niveau de chaque groupe, de chaque artiste en fait, D'accord. et à quel moment de leur carrière, quoi. Et à qui on s'adresse? À qui on s'adresse pour demander, si on peut, faire une résidence, alors pas que dans ta SMAC, mais dans les autres? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut des subventions? Est-ce qu'il faut monter un dossier? Combien de temps ça prend? Combien de temps, on peut avoir? Combien ça coûte? Comment ça fonctionne? Je suis pas hyper pointue là dans le domaine. Tout ce que je sais, c'est que logiquement, alors nous on le pratique. Je sais pas si toutes les SMAC de France le font, mais à partir du D'accord. moment où tu viens travailler dans une salle de concert, donc j'utilise bien le mot de travailler, professionnel ou amateur, Mmh. tu es censé être rémunéré, hein. OK. Pour les amateurs, j'ai pas vraiment la réponse. Nous, je sais que les artistes les groupes qui viennent répéter chez nous dans les studios, ils bénéficient aussi d'un dispositif d'accompagnement. Alors, à leur niveau, au niveau d'artistes local, hein, D'accord. et qu'avec notre responsable de l'accompagnement, ils peuvent accéder au plateau de la SMA,
pour voilà, travailler la gestuelle, travailler un bout de set, travailler des choses comme ça, mais c'est dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement qui est propre à chez nous. Donc ça, je dirais qu'ils sont pas payés puisque ça fait partie de leur apprentissage. Au même titre que je vais leur filer des coups de main, tu vois, sur écrire une bio, on va leur filer un coup de main sur comment faire un plan de feu, sur AutoCAD, j'en sais rien, tu vois. Donc ça typiquement, c'est vraiment pour travailler, c'est pédagogique. Donc voilà, après pour quand tu es artiste professionnel, tu n'es pas censé répéter ou enregistrer un disque à titre gracieux, quoi. Donc là, tu t'adresses aux sociétés civiles type Spedidam, Adani, tu peux avoir des aides aussi du CNV. Donc en fonction, en fait, de ton stade de développement, tu peux demander des aides à la résidence, ouais. Et c'est plutôt bien reçu. Après, derrière, comme toute stratégie de carrière d'artiste, derrière, il faut avoir quand même un minimum de dates qui vont tomber, avoir une logique derrière. C'est pas je vais en résidence pour faire mumuse 4 jours avec mes copains dans une SMAC, quoi. Tu vois, derrière, c'est pour préparer une tournée, c'est pour préparer un tremplin, c'est pour préparer. Faut motiver ton projet, hein, quand même. Hein. C'est, voilà, mais tu peux demander des aides aux sociétés civiles françaises. Et voilà, faut tenter le coup. Hein. Bien sûr. Ils sont assez bienveillants à ce niveau-là. Encore une fois, il faut réfléchir à une vision, à des objectifs, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on le fait et où est-ce qu'on veut aller? C'est ça. Ok. Tu viens pas répéter, ou sinon tu vas dans un studio de répète. Hein. Oui, bien sûr. Dans ces cas-là, oui, bien sûr, c'est sûr. J'aimerais qu'on fasse un petit point aussi, puisque tu disais que tu étais aussi nana du disque et pas seulement du live. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, ton expérience dans le milieu du disque, ce que tu pourrais conseiller, recommander aux personnes qui nous écoutent actuellement, qui souhaitent sortir leur musique? J'y suis plus depuis quelques années. J'espère ne pas être devenue obsolète. Parce que... je dirais aujourd'hui, alors ça a 20 ans ce que je vais te dire, mais arrêtez de courir après les labels déjà. Travaillez, mettez le moins d'argent possible dans l'enregistrement de votre album. Alors, il faut que ça sonne quand même, puisque j'espère que vous allez le vendre en sortie de scène et que ça ne sera pas un truc tout foireux, tout miteux, mais sortir des galettes correctes, c'est intéressant, c'est important. Après, si demain, allez, on va passer tout ce qui va se passer entre vous êtes repéré par une major ou un gros label, si vraiment ils croient en vous, on mettra le pognon pour le presser, votre disque. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il faut plutôt mettre l'argent voilà, dans la promo, dans le marketing, c'est le nerf de la guerre, dans l'image, dans... Voilà, peut-être. Alors, je devrais pas dire ça parce qu'il y a des esthétiques dans lesquelles ça fonctionne. Et après, moi, je fais pas partie de... Tu vois peut-être où je veux en venir, mais dans le pay-to-play, hein, dans certaines esthétiques. Alors, je pense vraiment dans le metal underground, genre dans le grind ou dans le black metal, où des fois, ils vont mieux mettre 5 000 € sur la table et se payer une tournée européenne avec une tête d'affiche hyper connue et vendre plein de merch et faire plein de concerts à guichet fermé plutôt que jouer dans des caves. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'impact sur une carrière que de sortir un album qui t'a coûté 10 000 boules parce que n'importe quel super gros mec du mastering californien l'a fait. Moi, je serais plus là-dedans. Peut-être s'entourer d'un bon attaché de presse aussi, si tu veux. Quelqu'un qui va bien travailler le projet, qui va faire du reporting, qui va avoir envie de défendre le truc. C'est quand même beaucoup plus important. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même des outils technologiques qui permettent d'enregistrer un peu partout des bonnes choses. On voit des home studios de dingue. Il n'y a plus besoin d'aller chez Abbey Road, quoi. Voilà, donc travailler l'image, être intelligent, à chaque fois qu'il y a une date, acheter de la publicité Facebook, sponsoriser les choses, se payer un super graphiste aussi pour des super t-shirts s'il y a des dates, parce que le merch, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est ce qui fait envie. Hein. Moi, je fais partie encore des gens qui achètent énormément de merch des artistes que je programme, même s'ils ont tendance à vouloir me l'offrir. Je sais que j'aime pas ça, parce que c'est plus là-dessus qu'ils gagnent de l'argent que sur les contrats quand ils viennent jouer dans les salles de concert, quoi. Donc voilà. Puis c'est un vrai outil de com aussi pour eux, puis ça supporte vraiment la scène, je trouve, d'acheter du merch. Et ça fidélise en plus. Voilà.
moi, je ferais plus partie de cette stratégie-là, en fait. Je peut-être pas, je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être pas une vérité absolue, mais à part, ouais, c'est bien, ou peut-être sortir un petit EP dans un premier temps, mais à part faire plaisir à vos petits-enfants plus tard, mettre tout au rond dans un disque. Ouais, non. Surtout que voilà, le disque, vous allez me l'envoyer, je vais même pas pouvoir l'écouter. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de lecteur CD, c'est un peu con, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, en gros, tu conseilles quand même un petit peu de réfléchir, enfin un petit peu de réfléchir dès le départ à comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre de son public, comment est-ce qu'on peut se développer sur scène pour aussi développer sa carrière, que ça se passe pas uniquement que sur le net, que en mode marketing digital, qu'en mode je fais de la pub sur Facebook. Développons son projet sur scène. C'est une stratégie, c'est-à-dire que nous, dans une salle de concert ou toi, dans ton métier, on arrive le matin, on a quand même une stratégie. Les gens qui vont au boulot le matin, ils ont une stratégie. La musique, c'est pareil. C'est pas je monte un groupe, bim, ça y est, je vais être une rockstar. Enfin, ça n'existe pas. Je sais pas si ça existait dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même besoin d'une forte structuration et d'une stratégie. C'est-à-dire, voilà, je sors un album, un EP, un single. Un split vinyle peut-être. Moi, j'adore ce genre de concept aussi. Voilà, face A, face B, des groupes j'y reviendrai après, qui s'entraident. Voilà, il faut avoir une vraie stratégie au sein d'un groupe. Moi, je préconise toujours qu'il y en ait un qui s'occupe un peu de la promo, un qui s'occupe vraiment de la partie admin, deux qui s'occupent du booking, parce que si ça porte toujours sur la même personne, on sait comment ça se finit. De toute façon, le plus motivé du groupe, après, c'est soit celui qui se fait virer, soit le groupe qui se split. Parce que celui qui fait un burn-out. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est aussi, tu as un groupe de musique, ok, tu viens, tu répètes 4 heures, tu dis, j'ai envoyé 4 mails, on a décroché à jouer dans un bar. C'est bien, mais les cocos, nous, on travaille H24, entre guillemets, pour vous. Tu peux pas te permettre de pas toucher ton instrument tous les jours, ou pas faire du booking tous les jours, ou pas travailler ta promo tous les jours, ou pas avancer sur ta stratégie tous les jours, en fait. C'est-à-dire que tout le monde doit se lever le matin et doit aller bouffer avant de faire carrière dans la musique. Mais je crois que c'est impensable aujourd'hui qu'un groupe ne passe pas du temps pour travailler son groupe tous les jours. C'est du taf, en fait. Oui. C'est pas pensable. Je vois pas comment tu peux espérer y arriver, en fait. Quand on voit les plus grands aujourd'hui, les Jeanne Haddad, les Christine and the Queens et tout ça, c'est des bourreaux de travail. Ils sont pas arrivés là comme ça, en fait. C'est clair. Alors, il y a toujours une part de chance, de bonnes rencontres, mais ce sont des acharnés du taf, et je vois pas pourquoi nous, salles de concert, ou les éditeurs, ou les labels, ou les attachés de presse, on bosserait comme des dingues pour un projet qui n'est pas le nôtre, si vous-même, déjà, vous bossez pas tous les jours sur votre projet, qu'il soit du point de vue artistique ou du point de vue de la stratégie que vous voulez mettre en œuvre, en fait. J'en ai pas, moi, je suis, on n'est pas vos sbibes, en fait, messieurs, mesdames les musiciens. On vous défend corps et âme, mais par contre, on n'est pas. Soyez le moteur, pas vos boniches, quoi. Donc ça, c'est vraiment un discours que je tiens beaucoup aux jeunes qui viennent répéter chez nous. Enlevez-vous les doigts du cul, quoi. Voilà. Non, mais... Ça a le mérite d'être clair, au moins. Non, mais je suis pas votre nounou. Voilà. Et après, quand vous aurez compris tout ça, que vous aurez mouillé la chemise, peut-être que oui, on va pouvoir commencer à bosser et aller un petit peu plus loin quand vous aurez compris un peu tous nos métiers. C'est facile de dire qu'un tourneur, il trouve pas de date, et qu'un attaché de presse trouve pas de chronique. On peut pas quantifier les heures de coups de téléphone et de mails qu'ils ont envoyés à des gens comme moi qui répondent pas, en fait. Il faut le faire, ce taf-là. Déjà, il faut en bouffer pour s'en rendre compte, et après aller collaborer avec ces gens-là. Et je pense qu'après, les collaborations sont d'autant plus meilleures, en fait, quand les artistes comprennent les rôles de chacune des personnes de cette industrie-là. Après, il y a le côté aussi corporate, je trouve, qui manque vachement. Quand j'étais gamine, quand on faisait de la zik, on organisait des dates, on faisait des échanges de dates, on faisait des splits 45 face A, face B, comme je te disais. On faisait, comme on peut voir en ce moment en confinement, tu vois, là, il y a un truc qui va sortir, un album en digital, là, le 15 avril, avec plein d'artistes qui ont fait des covers de grands titres connus. Bon, voilà, ça va être un soutien, un peu comme le festival Je reste à la maison en ce moment, mais là, plutôt pour la partie, on va dire, support. Entraidez-vous, quoi. Échangez, soyez curieux, aidez-vous. Je trouve qu'il y a une montée d'individualisme très fort dans les groupes que nous on accueille. C'est comment je vais être meilleur que le groupe qui répète dans le studio A alors que je suis dans le studio B, quoi. Tout seul, vous n'y arriverez pas, les gars. Ça marche pas.
Et Non, ensuite, puis vas-y. pardon, vas-y Justine, parce que alors, tu me lances sur le sujet, là, ça va durer 2 heures. Hein. Ah non, mais c'est super, mais c'est vrai que quand tu parles des groupes qui peuvent s'entraider, il faut arrêter de se regarder en chien de faïence. On fait une analyse de la concurrence pour voir qui y a déjà dans le marché, je suis OK, même si j'aime pas ces mots-là. Il faut se rendre compte de qui est-ce qu'il peut y avoir à côté et en face, mais ça veut pas dire qu'on est concurrent, ça veut dire qu'on peut possiblement organiser des dates ensemble. S'il y en a un qui se met sur le booking et que l'autre, il est plus doué sur la création d'un site internet et que l'autre, il est plus doué sur gérer des campagnes Facebook et YouTube Ads, et ben partagez-vous le taf et faites des tournées ensemble et investissez. Faut s'entraider. C'est ça. On n'est pas des gros concurrents, quoi. Enfin. C'est ça, et je pense que le côté corporate, moi, il y a un groupe qui m'a marqué il y a quelques années, la Strain, quand ils sont venus jouer à l'Accordo, ils étaient connus, mais pas comme ils le sont maintenant. Mm-hmm. Moi, je me rappelle de quatre jeunes qui ont fait que taffer, en fait, quand ils n'étaient pas en train de faire leur soundcheck, leur balance, et d'être au catering en train de manger. Ils préparaient la promo le lendemain. Ils avaient la vision de ce qui allait se passer dans 3 mois. Et puis, ils ont monté Call Fame aussi parce qu'ils ont su travailler avec d'autres groupes. Ils ne sont pas devenus de la Strain tout seuls, en fait. Il y a eu du Holy Two aussi dans l'histoire. Oui. Et c'est-à-dire qu'ils ont bossé en équipe. Voilà, c'est hyper important de collaborer les uns les autres et d'échanger. Et pas de garder, ah ouais, moi j'ai joué à tel endroit, je donne pas le contact du programmateur. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu vas pas y rejouer dans 15 jours? C'est vrai. Donc voilà, on essaye de laisser passer 2-3 ans entre chaque date en général, donc tu peux donner ton plan. Et puis si le mec il a envie de programmer, il programme. Donc voilà, c'est la jouer un peu plus corporate. Et après, la dernière chose, c'est qu'il y a quand même, voilà, dans chaque département des SMAC, avec des dispositifs d'accompagnement des pratiques professionnelles, mais aussi amateurs, et qu'on est là, c'est-à-dire quand vous avez des questions, on peut y répondre, on peut vous filer un coup de main sur, voilà, on peut trouver 10 minutes, un quart d'heure à corriger une bio, à regarder des photos, à vous aider. Et puis aussi, moi, ce qui me rend dingue, c'est que je reçois des fois des mails d'artistes locaux, mais je les ai jamais vus dans la salle. Alors déjà, viens supporter ta scène locale, viens dans la salle de ton territoire, achète des billets, viens boire quelques bières, viens discuter avec moi de bugne à bugne, et puis après, on va pouvoir causer de ton projet, en fait. Bah oui, bien sûr. Voilà, et c'est le cas d'un des groupes là, un groupe local. Bon, les pauvres, ça fait 1 an ou 2, j'aimerais les faire jouer, mais je manque de dates. Et puis il faut aussi que les plateaux correspondent, parce qu'il faut pas que, à la fois pour eux et pour le public, je vais pas faire un grand écart artistique de dingue, les mettre en première partie d'un truc qui n'a rien à voir. Mais si tu veux, j'ai vraiment envie de les faire jouer, de les soutenir, parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des musiciens, ils viennent, ils me saluent, ils sont bienveillants, ils me tiennent au courant de leur actualité, ils te filent un petit scud, on en est là, tu vois, ils viennent discuter avec toi. Puis t'en as d'autres, ouais, ils t'envoient un mail et puis salut, on est romanais, on veut jouer à Roman. Ouais, mais en fait, je t'ai jamais vu. Déjà, bouge-toi, viens dans la salle, supporte les autres groupes, supporte ta scène locale, et puis après on verra. Mais arrête de la jouer tout seul, quoi. Bien sûr. Je sais pas si à la base d'être tout seul dans son coin, c'est quelque chose de conscient ou vraiment voulu. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété que d'aller s'ouvrir aux autres, que de se confronter à d'autres formes d'art, à d'autres musiques, à d'autres concepts, idées, personnes. Je pense que c'est une bonne partie de trouille. Mais je pense qu'il faut passer le cap à un moment donné, quoi. Il faut passer le cap. Je dirais, moi, bosser dans le live, ça a été thérapeutique. Tu m'aurais vu, il y a des fois, je rentrais dans la salle de concert, donc je devais traverser le plateau avant de descendre la fosse et d'arriver au bar ou faire des choses comme ça. Il n'y avait personne dans la salle. J'étais dans le noir, j'avais ma lampe torche, je traversais le plateau en courant tellement que j'étais malade d'être sur une scène. Tu sais, ça me foutait la trouille. Mais ça va un peu mieux 7 ans plus tard, si tu veux. Mais je me revois, mais ridicule, la meuf. Personne ne te voit, tu es toute seule dans le noir. Et en fait, comment peux-tu avoir la trouille d'aller te confronter aux autres, d'aller venir me parler ou parler au directeur de la SMAC ou parler à la chargée d'administration ou même au chargé de billetterie, aux bénévoles ou aux gens qui travaillent sur ta scène locale, et par contre prétendre aller te foutre à poil avec tes potes musiciens en première partie d'une tête d'affiche. Tu vois? Donc effectivement, la trouille, je peux comprendre de ne pas savoir par quel bout, mais il y a un moment, la chose la plus simple est quand même les choses les plus simples sont les plus évidentes, tu vois, c'est toujours ce que je te disais. Oui.
Moi, je ne faisais pas la belle quand j'ai appelé mon premier tourneur en disant bonjour, je vais acheter votre groupe, quoi. Tu vois, tu te dis ouais, il va me saigner comme un cochon, ça va être trop cher, comment je vais faire? Bon, il y a un moment, faut le faire, faut te jeter à l'eau, c'est comme tout. Et puis effectivement, il va y avoir des refus, il va y avoir de la frustration, mais bon, après, tu t'apprends à le gérer avec le temps finalement. Puis tu te remets en question, puis tu progresses et puis tu apprends. Mais si tu le fais pas, tu restes tout seul en fait avec ta vie, ton œuvre et ton projet, quoi. Bien sûr. Et puis je pense aussi qu'il faut accepter que ça peut prendre du temps. Et on a l'impression que c'est tout de suite immédiat. Parce qu'on voit un artiste débarquer qu'on ne connaissait pas avant. On l'entend passer sur iTunes, Spotify et Deezer, pour les citer les trois. Mais on ne l'a jamais suivi, on ne l'a jamais connu. Il débarque dans nos playlists, on ne sait pas d'où il sort et on pense que c'est instantané. Mais non, en fait. Il y a des équipes, il y a du temps, il y a du jus de cerveau, il y a énormément de choses qui se sont passées entre le moment où il y a eu l'idée et le moment où est-ce que ça arrive dans nos oreilles. Et ça peut prendre des années. C'est pas 2 jours, quoi. Oui, il faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Tu deviens pas directeur d'une SMAC comme ça, programmateur comme ça, régisseur comme ça, musicien comme ça. Voilà. Il y a des carrières plus rapides que d'autres. Il y a des gens qui sont hyper doués. Il y a le génome, il y a la chance. Il y a toujours, mais ça c'est qu'une infime partie des gens avec lesquels voilà. Mais c'est vraiment du taf. Et de la stratégie. Tu balances pas, comme tu disais, un morceau comme ça et hop, tu vas faire des millions de streams. Et après, il s'avère que souvent, les artistes comme ça qui buzzent super vite, super haut, super fort, oui, ils ont une carrière qui est fulgurante, mais qui est assez éphémère aussi, pour l'instant qu'on prouve le contraire. Pour l'instant qu'on prouve le contraire. C'est pour ça que ça va très haut, très vite, très fort, mais si t'as pas de stratégie, si tu te renouvelles pas, si tout ça, en fait, on t'oublie très très vite, quoi. Bien sûr. Pour les gros comme pour les petits, hein. Il n'y a pas de. Non, bien sûr. Et je pense pas que actuellement ce soit l'objectif que de faire une carrière long terme. Je pense que l'objectif c'est volume et immédiateté. Et je pense que ça va aussi un peu en lien via notre société de surconsommation, mais ça c'est un autre sujet auquel on pourrait débattre encore des heures. Mais je pense que l'objectif n'est pas d'avoir une carrière à la Goldman, si on peut par exemple théoriser non, on peut pas comme ça. On peut pas faire le Goldman. C'est lui le baron du game. Mais je pense pas que ce soit ça maintenant l'objectif. Je pense que c'est d'avoir des gens sur ces réseaux sociaux, c'est d'avoir de la vue, des concerts peut-être. Je pense que c'est même pas quelque chose qui est pensé au départ. Ou alors tout dépend encore le groupe, tout dépend l'univers musical, bien sûr. Hein. Je pense qu'un groupe de rock de base, ils veulent aller directement sur scène. Ceux que t'entends par exemple avant de rentrer sur Skyrock, eux c'est les réseaux. Tu vois. Je discutais avec un pote à moi qui est régisseur d'un très gros rappeur. Lui, ça le fait ultra stressé de monter sur scène parce qu'en fait, il a pas. Donc, on parle de Zénith là, hein. On parle pas de. Ok. Very grosse scène, ok. Grosse scène, et puis il a 60 minutes de show, tout à l'autotune, et qu'en fait, les mecs, ils savent pas chanter, ils savent pas rapper, sauf que. Voilà, après, tant mieux pour eux, et puis ils vont avoir des carrières fulgurantes. Aujourd'hui, je crois que la question, c'est plutôt de percer au milieu de tous ces trucs et tout ça. Je suis pas sûre que le web écrase et noie les artistes. Jimi Hendrix, il est pas sorti de nulle part dans les années 70 non plus. Il a pas pris une guitare, il s'est réveillé, puis il a joué avec les dents, quoi. Tu vois, il y a eu du taf. Il y a toute une histoire managériale pourrie derrière, mais il y a du travail et il y a de la stratégie. Et quel que soit aujourd'hui le web, c'est un avantage, c'est un inconvénient. Moi, je remets un peu un partout balle au centre. Quelqu'un qui sait mener sa carrière correctement, intelligemment, qui travaille, je pense qu'il aura son petit bout de truc avec ce qu'il a envie de développer en étant très patient. Je crois aussi de s'amuser, c'est quand même assez important dans nos métiers. Enfin, si tu prends pas goût à t'éclater, faut pas. La musique à la base, ça reste un loisir avant d'en faire carrière. Moi, j'écoutais de la musique avant de bosser dedans. Regarde, maintenant, je bosse dedans, j'en écoute plus. C'est quand même un comble. Mais voilà, je crois de se faire plaisir aussi, c'est hyper important. Et ça transpire aussi dans les groupes qui percent après par la suite. Bon, après, tu as des problèmes de royauté, d'argent, de manager interposé, tout ça. Mais bon, chacun prend son jet privé. Après, c'est toute une autre organisation. Mais je vois la notion de se faire plaisir avant de réussir.
Oui. est super importante. Et je crois que c'est quelque chose chez les gros artistes aujourd'hui qu'on retrouve quand même. Alors c'est sûr, tu me diras, bon, ils n'ont pas de problème d'intermittence à la fin du mois ou pendant le Covid, mais quand même, les mecs, ils s'éclatent. Hein, et c'est aussi parce qu'ils s'éclatent qu'ils créent des trucs vachement bien, quoi. Ils sont pas blasés, quoi. C'est ça. Voilà. Le titre de l'épisode, j'ai trouvé. C'est parfait. Aïe, j'ai dit quoi? C'est la notion de se faire plaisir avant de réussir. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Et moi, c'est un peu ce qui me caractérise dans mon métier. Le jour où je me ferai plus plaisir, alors j'aurai vraiment aucun scrupule à aller faire autre chose, quoi. Je pense que c'est le moteur qui fonctionne le mieux, pardon, et pas que dans la musique, hein, dans tous les secteurs. À partir du moment où tu travailles dans quelque chose, si tu n'as plus de sens, c'est moins sympa. Et je pense qu'il faut se payer le luxe de changer de bord, quoi. Ah oui, oui. Je vais peut-être revenir, tu vois, mes études de légiste, comme je disais en début d'émission. Tu écouteras plus de musique à ce moment-là. C'est ça. Mais tu sais, comme les émissions américaines, là où ils mettent la musique à fond, ils découpent des corps, voilà, parfait. C'est ça, absolument. Comme la nana dans NCIS, je crois que c'est une surmétalleuse. Ah, mais comme Abby, voilà. NCIS, voilà. Je pourrais me faire 2 tresses et tout, tatoué sur le cou, nickel. On l'a, c'est bon, on le tient. Le titre de l'émission, Abby de NCIS à la SMAC 26. Moi, ça me plaît, j'achète, c'est bon. Est-ce que ça a été difficile pour toi, en tant que femme, pour accéder à ce poste? Alors, l'accession à ce poste, non. Clairement non, puisque mon directeur se targue souvent d'avoir une femme programmatrice. Il est assez bienveillant par rapport à la mixité dans les équipes. Voilà, dans l'équipe, on va dire, globalement, je crois qu'on est autant d'hommes que de femmes, à peu près. Ok. Je compte exactement. Donc, non, pour accéder à ce poste-là, non. Après, dans le passé, plutôt avec la casquette de chargée de production, oui. Ok. J'ai senti vraiment que j'étais vraiment à la fois au sein de la structure et souvent avec les artistes, certains artistes que j'accueillais, que j'étais vraiment la boniche. D'accord. Ça n'a pas été forcément évident. Après, je peux pas tout dire à l'antenne, donc oui, j'imagine. Pour pas, voilà. Ça, c'est un peu dans le passé. Je regarde pas le rétroviseur. Aujourd'hui, non. L'accession à ce poste, non. Franchement, j'ai des oreilles comme un homme. Donc, je comprends déjà pas, en fait, pourquoi il n'y a pas plus. En fait, c'est pas un métier qui nécessite une force physique, qui nécessite une paire de couilles, en fait. Il faut juste avoir des oreilles, suivre l'actualité musicale, être curieux, s'informer en permanence, dénicher, défricher, rencontrer. Donc, ça, que tu sois XX ou XY, je pense que ça a la portée de n'importe qui. C'est vraiment un trait de caractère. Après, voilà. Je trouve qu'au contraire, des fois, les relations avec les tourneurs masculins sont beaucoup plus simples. Il n'y a pas de rapport de force. Ils savent comment je suis. Je suis plutôt honnête et transparente. Donc, voilà. Et puis même certaines tourneuses, voilà, pas plus tard que ce matin, je mettais un texto à une tourneuse de Toulouse qui est devenue une copine, tu vois. Au contraire, c'est plus rare, je dirais, parce que les filles sont beaucoup plus mauvaises entre elles dans cette industrie que le rapport homme-femme, je trouve. D'accord. Elles ont beaucoup plus peut-être de choses à prouver, elles sont beaucoup plus frustrées de leur posture. Pourtant, moi, je suis pas dans un rapport, on va dire, de séduction. Je te parle même pas de séduction physique, avec les tourneurs pour faire baisser les cachets ou des choses comme ça. C'est juste un peu de la droiture et de la justesse pour que tout le monde y trouve son compte, que ce soit toute l'économie finalement, la salle de concert, le public, les artistes, les tourneurs. Je trouve que c'est des fois avec les femmes que c'est plus compliqué, ouais. D'accord. Elles sont beaucoup plus garces, voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de femmes programmatrices ou chargées de production avant moi qui ont peut-être déblayé le terrain aussi. Oui. Tu vois, je suis encore jeune et je pense que certaines, surtout celles qui sont directrices de SMAC actuellement et tout ça, qui ont vraiment fait ce travail pour me laisser le champ libre et du fait que j'ai vraiment pas cette question-là à me poser quand je vais travailler le matin, en fait. Ok. J'ai pas du tout l'impression de faire un boulot de mec et d'être ou privilégiée ou pas être à ma place. Ça m'arrive de le sentir, mais en fait, j'ai tellement d'autres merdes à gérer au quotidien, franchement,
que pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps pour ces bêtises en fait. Ouais, je trouve ça tellement naze. Mais quelque part, je culpabilise de peut-être pas défendre peut-être un peu plus le bout de gras, mais je saurais pas le faire. Honnêtement, voilà. Je pense que déjà qu'on soit là, toi, moi, mes copines tourneuses, d'autres directrices de SMAC et programmatrices, ça suffit. Enfin, c'est cool, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'était vraiment une question qu'une artiste m'a demandé de te poser. Eh ben, je suis pas artiste, donc j'ai certainement pas la même relation possible qu'elle au reste de la filière de l'industrie, en fait. Possible. En tout cas, moi, quand j'ai lancé le podcast, j'avais envie qu'il soit mixte et j'avais pour objectif vraiment, à la base, au départ, mais je savais bien que ça n'allait pas être faisable d'avoir une fille, un garçon, donc une fois sur deux. Au rythme, c'est pas possible. C'était trop de logistique. Mais du coup, je surveille un peu ça et j'ai autant de filles que de garçons, moi y compris. Et sur les épisodes qui aussi sont en cours d'enregistrement, ils vont bientôt sortir. Donc, je suis assez contente de pouvoir mettre en lumière à la fois les hommes et les femmes. Moi, le but, c'était de faire un endroit safe et mixte et de pas être plus un, plus l'autre. Ou voilà, c'est simplement que chacun ait sa place pour son métier, pour son expertise et parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Après, je crois que moi, je programme des hommes, des femmes. Forcément, je suis peut-être un peu plus bienveillante envers les femmes, mais pas parce qu'elles sont des femmes au même titre que moi. C'est simplement que j'ai pas pu aller au bar en trans parce que c'était la guerre de la SNCF là, à ce moment-là. Donc, je me suis tapé toute la prog des bars en trans à domicile là, sur mon ordinateur, donc 2 jours d'écoute. Et quand j'écoute tout ce qui se passe en urbain, en musique urbaine, en fait, les meufs, elles mettent des grosses raclées aux mecs. Et c'est pour ça que là, prochainement, je vais programmer des femmes en hip-hop parce qu'elles sont largement meilleures que les mecs. Mais si tu veux, dans cette esthétique-là, à ce moment-là, je les trouve meilleures. Ça me viendrait jamais à l'idée. Enfin, j'ai eu fait des groupes de rock en féminin. Ça a été très rare, mais c'est des filles parce que des fois, pour moi, elles n'ont pas la puissance ni la rapidité technique d'un homme. Mais j'ai eu des belles surprises aussi, si tu veux. Après, je me mets à leur place quand je vois certains programmateurs qu'on fait Bertrand Cantat. Voilà, je suis une femme programmatrice. Là, je suis vraiment une femme programmatrice et ça me serait jamais venu à l'esprit de faire ça. Voilà. Même si on peut partir en live et se dire peut-être qu'elle méritait des gifs parce qu'elle était hystéro à ce moment-là, tu sais, c'est pas une raison. Il n'y a qu'un homme pour programmer Bertrand Cantat. Tu vois. Donc, c'est vrai que ta collègue musicienne, j'arrive pas à imaginer en fait. Je discute pas assez avec les autres programmateurs et j'en suis assez loin en fait des autres programmateurs finalement. Je suis qu'une toute petite salle, je les intéresse pas, je dirais. Je suis peut-être une femme aussi finalement, tu vois. Puis je suis jeune, donc j'ai tout ce qu'il faut pas. Donc finalement, puis je regarde pas trop ce que font les autres programmateurs, je m'en branle un peu en fait. Ouais. Voilà. Faut que notre cordonnerie, mon directeur souhaite qu'elle soit singulière, donc il faut l'être jusqu'au bout, quoi. Bien sûr. Donc voilà, mais c'est vrai que j'imagine qu'en tant qu'artiste féminine, ça ne doit pas être tous les jours évident, surtout si elle est jolie en plus, alors là, ça va être le bordel. Et elle l'est. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur l'ensemble de ce qu'on a pu se dire, qu'on aurait pu oublier ou non ? Que non, c'était très très chouette. Merci Justine, c'était merci à toi. Vraiment un agréable moment et puis longue vie à Justin Tune parce que merci beaucoup. Parce que ça fait vraiment plaisir une fois de plus de rencontrer des humains passionnés en fait. Voilà. C'est vrai. Et puis dès que le confinement est terminé, je prends ma voiture et je descends sur Romans. C'est pas bien loin de chez moi. Enfin bon. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire. Donc heures, on trouvera toujours le moyen de te garder sur Romans et pas te renvoyer chez toi trop tard dans la nuit. T'inquiète pas. Et puis, qui sait, ça pourra peut-être se transformer en Justin Tune avec un artiste ou une artiste accueillie à la cordonnerie un jour. Oh, mais ce serait canon, t'imagines, j'ai avec mon matos, on se fait un épisode live et tout, ce serait trop bien. Mais tout peut se faire, il n'y a jamais de problème, que des solutions. Franchement, si c'est prévu à l'avance, ça peut se faire. Ça me va. Franchement, ce serait avec grand plaisir. Restons confinés et puis on garde cette idée en tête. Oui. Merci beaucoup Nadège et puis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale.
Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.